Bienvenue à ce premier cours de sciences forensiques, module 8, qui concerne autant donc les premières années que les dernières, en rapport avec la police technique et scientifique, et spécialement aujourd'hui les morts, les signes de la mort, les levées du corps, les autopsies, tout ce dont le criminologue ou les services de police judiciaire ont besoin lorsqu'ils interviennent sur une scène de crime. Au-delà, rappelons-nous que les journalistes d'investigation qui parfois font des informations particulières, des ouvrages, reviennent sur certaines affaires, commentent évidemment dans des chroniques judiciaires ou ce genre de choses, des faits divers, ont également tout intérêt à connaître les informations dont nous allons parler. Rappelons-nous également que les agents de renseignement, qui ne sont pas forcément des officiers de police judiciaire au sens du fait qu'ils vont intervenir donc spécifiquement sur une scène de crime, ce genre de choses, peuvent également être appelés à compléter leur savoir, leurs compétences dans ce domaine. N'oublions pas également les enquêteurs privés, qu'on appelle les détectives privés aux États-Unis, mais qu'on appelle chez nous en France les agents de recherche privés, qui opèrent de la même manière qu'aux États-Unis, parfois des contre-enquêtes pénales, c'est-à-dire des reprises d'affaires criminelles sur des dossiers souvent non résolus, souvent classés, souvent donc où les familles ou les avocats estiment qu'il y a eu par exemple une erreur judiciaire ou une insuffisance judiciaire, et on va les reprendre, donc tranquillement dans ce cadre-là, qui est tout à fait légal, dès lors qu'on intervient sur un dossier dont peut-être l'enquête a été bouclée, où la procédure a été éventuellement classée, ou éventuellement même le jugement a eu lieu, mais nous recherchons des éléments nouveaux par la famille pour essayer de relancer l'enquête, malgré tout. Donc c'est souvent, c'est vrai, après les services de police judiciaire, pour faire simple, pour ne pas rentrer en compétition directe avec eux, que la contre-enquête pénale intervient. Mais rien ne l'interdit sur le principe, c'est plutôt des usages, ensuite une forme éventuellement d'éthique, qui peut être un peu limite, ou faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, mais un travail avec l'avocat, avec les familles de victimes, dès lors que par exemple il pourrait transiter par l'avocat, lequel avocat va transmettre ces informations au juge d'instruction, ou même peut-être les services enquêteurs, ne pose en général aucun problème. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est que l'enquêteur privé se substitue au service de police judiciaire, évidemment, ce qui serait problématique, vous en conviendrez. Et enfin, n'oublions jamais que les informations que nous allons traiter aujourd'hui de police technique et scientifique sur les morts peuvent intéresser aussi, selon vous, quelle profession? Si on y réfléchit bien. Qui peut être intéressé pour traiter d'une affaire criminelle sur une scène de crime? Ou une scène d'intervention d'ailleurs. Parce qu'il va falloir savoir si la personne est morte ou pas. Indective, la sécurité du travail sur les sites, ça c'est très important, par exemple à l'aéroport, la sécurité du travail qui s'occupe des cas criminels et incidents criminels. Absolument. Voilà, à part la police détective privée aussi. C'est un pays pour un client. Donc j'entends bien les agents de sécurité privée, voyons là. Aussi, voilà, tout à fait. Et puis il y a aussi d'autres organismes indépendants qui travaillent quand même sur les scènes des crimes, qui sont affiliés au ministère. Alors, j'allais vous dire en réponse à ma question, en réalité tout le monde. Tout le monde. Pourquoi tout le monde? Parce qu'un beau jour, il se peut que vous rentriez chez vous et votre compagnon, votre frère, votre soeur, votre grand-mère, etc. puissent se retrouver décédés. Ou en mal-être, en maladresse cardiaque ou ce genre de choses, vous voyez, pas forcément morte, mais dans un état difficile qui apparaît peut-être, qui a l'allure d'un décès. Et donc c'est important aussi, tout à chacun, de savoir si on doit laisser ce cadavre, si c'est bien un cadavre tel quel, pour ne pas polluer la scène d'intervention qui peut se révéler d'ailleurs une scène de crime, parce que là, et l'enjeu, nous le verrons, c'est que dès que nous avons du secourisme, des ambulanciers, des pompiers qui interviennent sur les lieux, ils vont nous polluer cette scène de crime, ou cette scène d'intervention. Donc bien sûr, des traces et indices vont être altérés s'il y a cette intervention, d'accord? Donc l'enjeu, d'ores et déjà, c'est tout à chacun, même
profane, même non professionnel, qui aurait à connaître d'un cadavre ou l'apparence d'un cadavre, d'une personne inerte, inconsciente, doit pouvoir assez facilement, bien très pratique, distinguer ce qui appartient du vrai décès de l'apparent d'un décès ou même autre chose. Pour que, suivant le cas, vous disiez « Ah, moi, bien sûr, je vais appeler police, voilà, etc., tous les secours nécessaires, ça c'est appelé. Mais tant que vous n'avez pas touché le cadavre, ça va. Ou la personne dont il y a un problème, ça va. Mais si vous commencez à vous dire « Ah mon Dieu, elle va pas bien, je vais sur les lieux, je vais la toucher, je vais essayer de faire des masses, etc. » Et puis vous réalisez tout de suite qu'au bout d'avoir fait quelqu'un, elle se réveille, elle regarde les yeux, elle se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Moi je dormais, c'est quoi le problème ?» Oui. Et si bien sûr elle est décédée, à l'inverse, vous comprendrez que c'était inutile. Les signes évidents étaient là et qu'il suffisait donc dans l'intérêt de l'enquête, dans l'intérêt des éventuelles victimes à venir si c'est un récidiviste, dans l'intérêt de la préservation des preuves en général. Déjà, c'est substituer. Et dans votre propre intérêt aussi, parce que quand vous commencez à toucher le cadavre qui se révèle être un individu qui a été tué, vous devenez qui aux yeux de la police? Le premier suspect. Donc il faut faire attention vraiment à ce qu'on fait pour des raisons très pratiques qui concernent absolument tout le monde. Néanmoins, suite à votre remarque, il est vrai que des agents de sécurité qui vont être un peu plus à même, sécurité privée, portuaire, douane ou autre, voilà, hôtel, on l'a vu dans plein de situations, DSK et compagnie, vont être amenés à peut-être intervenir plus souvent, évidemment du fait de leur fonction, dans le registre de la sécurité et donc de la prévention aussi, et donc des personnes en malaise, etc. Donc oui, ils sont disons, davantage en première ligne peut-être que tout à chacun, en gros, pour des raisons professionnelles. Et en général. Et n'oublions pas également, pour finir, dans la remarque que vous avez faite, les personnes qui sont analystes, experts dans des organisations internationales. La Cour pénale internationale, le tribunal pénal international, on juge, vous l'avez sans doute vu récemment dans les médias, un individu qui dans l'ex-Yougoslavie a fait quand même des petits carnages, des petits génocides, pour ne pas dire plus. Et donc, quand vient l'étude d'un charnier, c'est bien une scène de crime. Donc c'est bien une scène sur laquelle la médecine légale ou les éléments de police technique et scientifique ont tout leur intérêt. Donc c'est aussi à ce niveau-là, pour juger les criminels contre l'humanité, que intervient ce cours également. D'accord? En tout cas, la conclusion, si je peux me permettre, c'est que dans un cas de ce type, il ne faut jamais se substituer ni au service de police, ni aux pompiers, ni à autres, mais laisser faire leur travail parce que nous sommes que des particuliers usagers et nous risquons justement de transformer une scène de crime, de se mettre dans une position qui n'est plus... Tout à fait. Il faut savoir évaluer une situation avant toute intervention. Tout à fait. C'est un grand principe. Évaluer une situation. Alors, vous aurez à l'appui de ce cours un document qui est un manuel de cours, qui s'appelle Sciences forensiques, études en criminologie, qui va traiter autant de la médecine légale que de la police technique et scientifique. Ce manuel sera donné en priorité à vous qui êtes présents au cours. Il suffit donc soit de me donner des clés USB, soit de me redonner vos adresses email et ce sera fait dans la journée. Comme ça, vous l'aurez directement chez vous, ou même si vous avez des ordinateurs, pensez éventuellement à l'une des ordinateurs, ou éventuellement sur votre téléphone portable, ayant que vous avez un accès à votre mail, vous avez ensuite tout de suite le document sur place. Vous voyez, donc à la pause, dans une heure, en gros, vous l'aurez sur votre boîte mail. D'accord? Voilà. C'est un document donc, qui sera la base de notre cours. Il sera donc, ressemblera à ça, de manière générale. C'est-à-dire donc une page de garde avec donc sciences forensiques, études de criminologie, médecine légale, avec donc le partenariat avec de la revue des Bourses, le plan, etc. Donc tel qu'un document PDF, mais un livre, j'insiste, de cours spécialisé dans le domaine, propre à votre programme. Nous allons donc commencer, si vous voulez bien, par la levée de corps, dans l'hypothèse d'un vrai cadavre, puis des signes de la mort.
Si nous avons le temps, nous irons sur le terrain des blessures, mais je crois qu'il faut bien poser les fondements avant, bien sûr, d'approfondir. Nous verrons l'avancement en fonction de nos questions du déroulement du cours. Alors, de manière générale, la levée du corps, comme son nom l'indique, c'est d'abord la découverte d'un cadavre, ensuite l'information auprès des autorités compétentes, et enfin la levée du corps à proprement parler, qui veut très bien dire ce qu'elle veut dire. On prend un corps, on le lève, on l'enlève, et on l'emmène donc à la morgue ou dans un institut médico-légal pour autopsie. Nous allons voir dans cette procédure 5 points essentiels. En introduction au signe de la mort, puisque cela passe toujours par cette première étape procédurale. Il y a d'abord la préoccupation de l'autorité requérante, c'est-à-dire l'autorité qui va autoriser la levée du corps et qui doit donc être informée décemment, précisément, du contexte réel, précis dans lequel ça se situe. En fonction de ces informations, l'autorité va prendre sa décision. Deuxièmement, l'action initiale du médecin légiste. L'action initiale du médecin légiste, c'est le déroulé protocolaire par lequel il opère la levée du corps. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi en la matière, que ces protocoles visent notamment à respecter les règles de l'art, mais également à optimiser la préservation et la collecte des traces et indices. Puis, troisièmement, nous verrons le premier examen. Vraiment, nous nous y attarderons un tant soit peu. Le premier examen du corps, en se focalisant, un aspect focus, un petit peu zoomer sur cet aspect-là, pour bien comprendre de quoi il s'agit en fait. Puis, quatrièmement, conclusion très importante, quelles sont les premières mentions par le médecin légiste des indices de la cause de la mort? J'ai bien dit des indices, puisqu'on n'est pas encore à l'autopsie, on n'est pas encore à la conclusion définitive, on est dans la première approche. Malgré tout, à l'occasion de cette levée du corps, on a des indices préliminaires de cause de la mort qu'il va mentionner. Et enfin, cinquièmement, l'établissement du certificat de décès, évidemment, mais qui mérite toute attention sur son caractère exhaustif, ça ne faut rien oublier, son caractère détaillé, pour ne pas confondre tel terme avec tel autre, telle circonstance avec tel autre, et son caractère légal, car j'insiste sur le fait que lorsque c'est mal fait, insuffisamment fait, on peut avoir un vice de procédure. Et à ce moment-là, dans certaines circonstances, dans certaines... Eh bien, nous avons une possibilité de l'écroulement de la procédure comme un château de cartes qui serait extrêmement préjudicial à tout point de vue. Pour la justice, pour les familles, pour l'agresseur en cavale, etc., etc. On comprend bien. Ça va? Alors, détaillons maintenant ces points si vous voulez. La levée du corps est donc l'examen externe d'un cadavre par un médecin, si possible médecin légiste. Déjà là, on va s'arrêter. On peut, en France, selon le code de procédure pénale, faire la levée du corps, je répète, qui est l'examen externe d'un cadavre par un médecin, si possible médecin légiste, et donc, vous noterez tout de suite qu'on peut le faire alors qu'on n'est pas médecin légiste, si on est seulement un médecin.
Mais vous comprenez aussi que, puisque on doit d'abord le prioriser sur un médecin légiste, c'est parce qu'on n'a pas accès à un médecin légiste dans la zone, le plus souvent, qu'on a une alternative du médecin généraliste le plus compétent, le plus expérimenté, ou le plus référencé, effectivement, qui vient suppléer le médecin légiste. Ceci est déjà problématique, pourquoi je vous ai dit. En tout cas, peut l'être. J'écoute. Pourquoi donc le fait de désigner un médecin généraliste peut être éventuellement problématique pour la suite de la procédure ou l'analyse en cours? Car elle n'est pas avertie sur la procédure. Oui, un médecin légiste n'est pas nécessairement un spécialiste de la question. Il n'est pas un juriste, puisqu'il n'est pas légaliste, hein, il est dans le domaine médical. Je rappelle que quand on dit médecin légiste, c'est médecin justement légiste, donc il y a le côté légal, le côté à des fins judiciaires. Donc forcément, s'il n'est pas ni formé vraiment à ça, ni voilà, dans les usages, dans les pratiques médico-judiciaires dont il a déjà éprouvé les rouages, il peut effectivement se laisser aller à des négligences ou des petites voilà, défaillances qui pourraient être un peu préjudiciables. Et puis il y a une histoire de compétences aussi. C'est-à-dire que quand on a un médecin généraliste qui intervient, aussi respectable soit-il bien évidemment, vous savez bien que entre un médecin généraliste de campagne qui va recevoir autant les petits rhumes, les grippes, vous voyez, hein, ce genre de choses de la vie quotidienne, et celui qui va arriver dans l'affaire Grégory, on ne citait que celle-là, bien entendu, parmi d'autres. Il y a quand même un grand écart, il me semble, sur, du moins, l'enjeu. La compétence. Hein, la compétence, la spécialité, etc. Et on ne cessera de répéter que quand on veut faire avocat, et là, on fait des études de droit. Lorsque on fait, on veut créer une maison avec tout ce que ça a comme plan d'architecture, etc. Et là, on fait des études d'architecte. Si on est président de la République, vous savez comment on fait pour devenir président de la République? Chaque spécialité a ça. Et bien quand on veut être criminologue, on fait des études spécialisées de criminologie. Et quand on veut être médecin légiste, on fait d'abord médecin et ensuite on fait des études, notamment de thanatologie, des choses comme ça. En spécialisation, comme on devient obstétricien, URL, orthophoniste, enfin, je veux dire, en tout cas d'autres chirurgiens, hein, d'autres spécialités qui sont post-doctorales. Si on ne les fait pas, on a l'écueil potentiel, pas forcément annoncé. On peut avoir un très bon médecin généraliste qui va assurer. Enfin, on a un risque un peu plus élevé qu'on ait un souci. Or, fort est de constater que les vrais médecins légistes se font rares en France. Et c'est tellement vrai aussi que quand je vais en Afrique pour plein de raisons, ou que je vais donc en Asie pour plein de raisons, ou que je vais aux États-Unis pour plein de raisons, je remarque que les médecins légistes sont peut-être de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5 pour une région, une province, hein, à l'échelle de cela. Et encore, je suis gentil. Par exemple, dernièrement, j'allais à Alger, il y a quoi? 2 médecins légistes qui se battent en duel, en gros. Bon. Donc ce sont à la fois des spécialités qui sont peu enseignées dans certains pays, soit qui sont peu... il y a peu de recrutement, quelque part, où vraiment les débouchés sont extrêmement faibles. C'est un peu comme si je vous parlais de l'agent de police technique et scientifique en France, où vous avez peut-être 5-10 personnes qui s'offrent à l'année chez nous en France pour le concours de la fonction publique à l'échelle nationale. Vous dites, s'il y a 5 personnes seulement, 5 postes qui vont être offerts, bon ben voilà, c'est un peu chaud quand même pour pouvoir réussir ce concours. Il y a aussi ça, le problème donc, du filtrage dans l'offre en tout cas d'emploi. Il y a la diabolisation aussi du métier. Tout à fait, c'est-à-dire que, bon, excusez-moi, c'est quand même très particulier. C'est-à-dire, il faut aimer les cadavres, au sens, je mets ça avec toutes les guillemets, bien évidemment. Je veux dire, quand vous aimez, par exemple, la gynécologie, on peut comprendre. Quand vous aimez la chirurgie, on peut comprendre. Quand vous aimez, donc, voilà, le fait d'être spécialisé, par exemple, sur les virus, vous voyez, pour être extrêmement précis sur ces choses-là, les contaminations, les contagions, on peut comprendre. Enfin, le médecin légiste qui va passer son temps avec des morts dans un institut médico-légal, à le découper, à le... Hein,
c'est quand même particulier. On peut comprendre quand même qu'il y a peu de personnes aussi qui, pour cette raison-là, s'y consacrent. Hein. Bon, donc pour toutes ces raisons-là, en tout cas, il y a un déficit sans doute d'importance en qualité et en quantité de médecins légistes, je crois, quel que soit le pays. Bon, on n'est pas parmi les moins lotis en France, sans doute, mais je pense qu'il faut faire attention. Alors, vous voyez, ça démarre tout simplement par là. La qualité de l'expertise par la qualité de l'expert. Et donc son expérience, sa compétence, sa formation, est-ce que vraiment il est spécialisé dans ce domaine-là? Voilà. Et je vous invite de manière générale, pour finir sur cette remarque, hein, de veiller toujours, lorsque vous avez n'importe quel professionnel en face de vous, de vous poser la question, la sempiternelle question. Quel est son CV? Quelle est sa véritable compétence arrêtée, ou validée, ou formée, peu importe, en tout cas, qui soit suffisante pour... Si par exemple, vous avez un psychologue en général, qui fait, alors qui a un beau, suivant les cas, un DEA en son temps, un master professionnel en psychologie, mais il est psychologue. Pour l'instant, c'est tout ce que vous savez, d'accord? Et il va faire, imaginons, des études, des consultations avec des jeunes à l'école qui sont vraiment des problèmes, quoi, on pourrait appeler ça des cas sociaux d'un côté, hein, trivialement, ou tout simplement des personnes avec des problématiques pathologiques ou de maladies mentales, par exemple, assez chroniques, graves. Et bien, vous apercevez, par exemple, le psychologue, en fait, il est psychologue social. Il a un master professionnel de psychologie sociale. Il est psychologue, très bien, ok, mais ce n'est pas vraiment sa spécialité. La délinquance juvénile et les problématiques mentales des jeunes. Bon, pourtant ça démarrait bien, on se disait, bah oui, c'est sympa. Hein, bon, voilà. De la même manière générale que vous pouvez avoir un magistrat, avec tout le respect de nouveau que j'ai pour les magistrats et bien les officiers judiciaires en général, mais quand vous avez un magistrat qui est soit jeune, la plupart des erreurs judiciaires viennent de magistrats jeunes. Pas d'expérience. Deuxièmement, des magistrats qui... Vous savez, au début, quand on est magistrat, on a un tronc commun de magistrature, on peut faire un peu tout, hein, c'est-à-dire on choisit juge des enfants, procureur, machin truc, juge d'instruction, voilà, on peut faire même parfois fonctionnalement. On a en tout cas plusieurs choix possibles. C'est comme un policier, il démarre voilà, avec son concours, il dit voilà, en fonction de votre grade, en fonction de votre notation, en fonction donc, des possibilités d'affectation, ben, voilà, il fait ses choix, hein, comme on parle actuellement des étudiants qui font leur choix post-bac. Alors ils font ses choix, et puis on dit, voilà, je veux faire ça. Mais bon, il n'y a pas ça possible, donc il se rabat. Alors il se rabat. Bon. Il a un truc, voilà, première expérience professionnelle, qui va forcément être celle où il est le plus compétent. Il y a plein de policiers, par exemple, qui vont être aux mœurs, et qui ne feront pas des mœurs tout de suite. Il y a des policiers qui veulent faire de l'antiterrorisme, ils ne font pas tout de suite de l'antiterrorisme. Vous voyez? Donc, et pourtant, ils vont devoir faire un travail commun aux policiers, mais parfois dans des services qui ne sont pas toujours compatibles ou préférentiels par rapport à ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils aimeraient faire. Ok? Ben ça, c'est important. Parce que celui qui va reculons sur une expertise, c'est qu'il n'est peut-être pas assez bien pour ça. Si le pédigré du cursus professionnel n'est pas suffisant, alors on a peut-être un petit souci quelque part. Si, à un moment donné, vous voyez, je me disais criminologue et je suis capable de tout faire, voilà, c'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure en fait. Si vous avez un professionnel qui vous dit « je suis tout, je peux tout, j'ai une compétence dans tout », alors là, celui-là, il est particulièrement suspect en fait. Hein. Vous devez apprendre à vous limiter, à savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Inutile de vous grossir, grandir, de vous surestimer, ce sera toujours un handicap, en tout cas aux yeux des autres, sérieux. Ça pourra peut-être impressionner certains en disant « ouais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, blablabla, d'accord. » Mais au bout d'un moment, voilà quoi. On va vous dire « mais c'est qui lui ?» Moi, je suis par exemple spécialiste en victimologie, spécialiste en criminologie d'investigation, spécialiste désormais en renseignement. Très bien. Je suis absolument nul en comptabilité, je suis absolument nul, je ne sais pas, dans le champ de la sociologie en général, ça m'intéresse beaucoup moins. Et puis pour finir peut-être tout ce qui est droit, non même la liberté j'ai toujours aimé, la liberté fondamentale, droit de l'homme,
tout ça vraiment chacun. Le droit pénal, c'est très lié en fait. Mais non, je dirais le droit administratif des biens. Tout ce qui est mis, voilà, tout ce qui est matériel. Hein, vous voyez, je me fous de savoir par exemple ce que coûte le meuble, les enchères, vous voyez, par exemple, tout ce qui est immobilier, tout ce travail-là vraiment ne m'intéresse pas du tout. Eh bien, il faut le savoir. C'est-à-dire que si moi je dis écrivain, oui, c'est que je suis un médecin, en fait, je peux tout faire si je suis médecin. Enfin, dans le champ de la médecine, quoi. Il y en a qui savent, en gros, ce qu'ils peuvent faire ou pas. Je suis criminologue, donc moi, je ne vais pas m'aventurer dans des domaines qui ni appartiennent vraiment à ma compétence, ni n'appartiennent à ma motivation. Hein? Et puis, c'est vite arrivé au début, quand on commence, je reconnais, hein, faites attention à ça aussi, peut-être au démarrage des activités professionnelles, il faut se nourrir. Il y a la version alimentaire, on comprend un peu de tout. Hein, on se dit, bah oui, voilà, je suis policier, donc je peux tout faire, là, je suis criminel, je peux tout faire, je suis psychologue, je peux tout faire. Donc, parce qu'effectivement, ça me nourrit, quand il faut bien que je vive. Ça, c'est sa logique aussi, on comprend bien. Mais ça va vous desservir tout le temps. Voilà. Vraiment, faites-le au minima, essayez vraiment de rentrer rapidement dans votre spécialité pour qu'il n'y ait pas de souci. Ok? Alors, la vue du corps et l'examen externe d'un cadavre par un médecin, si possible médecin légiste, sur les lieux de découverte du corps. Bon. Ça veut dire qu'un médecin légiste n'intervient pas en matière de disparition. Il faut qu'il y ait un cadavre découvert quelque part. Le médecin légiste n'intervient pas non plus, les policiers scientifiques, s'il y a des indices de type vêtements, en tout cas qui serait sans lien direct avec quelque chose qui serait exploitable en matière de politique et scientifique ou de médecine légale. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui a disparu, mais on retrouve ses vêtements, on retrouve des trucs qui lui semblent être en rapport. Bon, voilà, ça peut l'être, mais en tout cas, voilà, c'est pas sa priorité. Bref, elle est effectuée sur réquisition des autorités judiciaires. Ce médecin délivre à la suite de son examen un certificat répondant aux questions posées par les enquêteurs sur la réquisition. Alors, réquisition judiciaire. C'est donc un procureur de la République ou son substitut ou son délégué qui va émettre cette réquisition. Réquisition, ça veut dire que le procureur a tout pouvoir, dans le cadre de la procédure pénale évidemment, de désigner, c'est-à-dire identifier, désigner celui qui va faire ça. Mais c'est plus que ça. Quand on dit requérir, c'est-à-dire en fait il n'a pas le choix. Et moi, il m'est arrivé par exemple plusieurs fois par le passé de ne pas venir en cours ou d'être en difficulté par rapport à certains stages, même si ça a été plutôt rare que je sois loué. Je parle de moi là. Parce qu'effectivement, voilà, j'étais ailleurs. Et que voilà, vous pouvez avoir un truc qui arrive le matin et puis vous ne pouvez pas vous soustraire à ça. Ou alors, vous savez, vous pouvez en fait, rien n'interdit, vous n'avez pas de sanction pénale a priori si vous avez des bonnes excuses, hein, c'est comme ne pas venir en cours. Mais après, c'est une histoire de crédibilité. Ah, il n'est pas venu une fois, deux fois, trois fois, c'est quoi ce médecin légiste? C'est quoi cet expert? Deuxième chose, c'est sa motivation. Sa motivation, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'il est impliqué ou pas? Est-ce qu'on peut compter sur lui ou pas quand on vient le chercher? Voilà, l'implication. Ah oui. Et puis il y a l'idée aussi, si à un moment donné vous refusez 2, 3, 4 fois, on ne va plus vous chercher. On va chercher quelqu'un d'autre, sur qui on peut compter. Donc c'est vraiment pas dans votre intérêt de le faire. D'accord? Alors, ce médecin, je l'ai dit, délivre à la suite de son examen un certificat répondant aux questions posées par les enquêteurs sur l'acquisition. Ça veut dire donc qu'il respecte strictement les questions qu'on lui pose. Il ne sort pas de la mission qui est la sienne. Il ne va donc pas, par lui-même, envisager des réponses qui ne répondent pas des questions qu'on lui a posées. Il n'a pas cette liberté-là. Requis, ça veut dire pas le choix dans la désignation, il vient normalement. Il a une mission, pas le choix de changer de terme, etc. Il va répondre vraiment strictement aux questions. Et il a un certificat qui a un poids très important, hein, puisque ça fait partie des éléments forts matériels, forts probants. C'est un des piliers quand même de la police technique et scientifique de l'investigation à venir.
revenez sur l'affaire Alexia Daval. On a longtemps attendu cette expertise médico-légale qu'on annonçait concluante, selon les termes du procureur de la République, dans un premier temps, qui finalement s'est révélée relativement partielle dans les résultats. Je n'irai pas plus loin. Et donc, forcément, si on a des éléments forts pour dire elle a été tuée comme ça, elle a été violée ou pas violée, elle a été prise, je ne sais pas, par derrière, par devant, peut-être, elle a été assommée, vous voyez, rendue inconsciente dans un premier temps, puis il s'est passé des choses après. Il y a beaucoup d'éléments en médecine légale qui nous permettent de reconstituer le scénario criminel. Et si on a une reconstitution assez claire du scénario criminel, on voit beaucoup mieux quel est le profil du criminel, et on voit mieux aussi vers quelles sont les orientations, en tout cas d'enquête, les plus pertinentes à adapter dans ce cas. Mais si vous avez peu d'informations, ou partielles, ou si ce n'est pas assez précis, ou si le certificat donc, effectivement, donc, est fait par quelqu'un pour des raisons quelconques qui seraient insuffisantes, alors toute l'enquête va en pâtir après. On va chercher, quoi. On va patiner, ça va être compliqué en fait. Tout médecin peut être requis par les autorités judiciaires pour effectuer une levée de corps en cas de découverte de cadavre. Le médecin est requis dans le cas de mort violente. C'est l'article 81 du Code civil d'abord. Puis d'une mort suspecte ou de cause inconnue. Article 74 du Code de procédure pénale. Ou enfin, et je vais m'expliquer bien sûr, rassurez-vous, d'une flagrance, article 60 du Code de procédure pénale. Alors, il y aura un cours de droit pénal qui reviendra sur ces éléments de manière très précise. Même jurisprudence, tout ce qui arrive. Nous, comme on est plutôt dans l'aspect technique, on l'évoque à cette occasion, je vais l'expliquer brièvement, mais rassurez-vous, vous pourrez retrouver ces articles et les avoir commentés le moment venu. D'abord, mort violente. C'est-à-dire que c'est l'évidence des évidences. On arrive et puis on a le cadavre de la 5e victime connue de Jack l'Éventreur. Pour rappel, vous reverrez, j'imagine, la petite vidéo sur Web TV, c'est un cadavre qui est complètement déchiqueté, qui est complètement presque récuré, qui a été viscéré, après avoir été éventré évidemment, qu'il n'y a plus d'yeux, qu'il n'y a plus quasiment de parties sexuelles. Tout a été en quelque sorte happé, ablation de beaucoup de parties du corps, puis plus ou moins disposé, emporté pour certaines autres parties avec le criminel. Bon, tout ça c'est un peu particulier évidemment, mais c'est évident que c'est une mort et c'est évident que c'est violent. Voilà, il n'y a pas besoin de se poser la question, là c'est clair. Article 81 du Code civil. Puis, une mort suspecte ou de cause inconnue. Alors là, c'est particulier. Pourquoi? On comprend bien déjà que le mot inconnu, c'est pas évident. Suspect, ça donc peut être plusieurs hypothèses. Mais plusieurs hypothèses, néanmoins, si on dit suspect, qui ne serait pas accidentel de prime abord, qui ne serait pas en tout cas une autre cause qu'un crime ou une agression sur la personne. Vous me suivez? Donc ça, vraiment, vous voyez, c'est déjà au cas par cas. De dire qu'on a déjà une première orientation, on sent que c'est pas clair, mais que ça a quand même une orientation un peu criminelle ou d'agression physique ou quelque chose comme ça. Hein? Vous voyez, c'est bon. Et dans l'inconnu, je reconnais que dans l'inconnu, il faut aller chercher. Donc quand on ne sait pas, même si ça paraît simple au demeurant, mais que, imaginons que vous avez un cadavre, il est mort, mais vous ne voyez rien d'extérieur en le regardant qui serait un coup porté, une blessure, une plaie, y compris dans des zones vitales. Bon, donc il faut aller chercher avec l'autopsie ou des éléments plus précis de lever le corps, certains éléments d'ores et déjà. Enfin, de flagrance, article 60 du Code de procédure pénale. Bon. C'est quoi la flagrance? Comme son nom l'indique, c'est flagrant. On connaît tous cette expression du flagrant délit, du flagrant crime. Donc ça vient d'arriver, c'est immédiat. Et oui, dans ce cas-là, on se dit,
c'est tellement proche dans le temps et dans la gravité de l'acte qu'on en répond de l'article 60 du Code de procédure pénale. Premièrement, préoccupation de l'autorité requérante. Vous savez qu'il y avait 5 points, hein, qu'on a introduit tout à l'heure. C'est la première phase. Préoccupation de l'autorité requérante. On va essayer de finir cette partie théorique, on fait une pause et ensuite on démarre la partie pratique assez rapidement. L'examen permet d'informer les enquêteurs et le magistrat de la nécessité de poursuivre ou non les investigations. En fait, il s'agit de faire une analyse clinique des causes et des circonstances du décès et de relever les éléments externes constitutifs du décès. Une analyse clinique des causes et des circonstances du décès et de relever des éléments externes constitutifs du décès. S'il vous plaît, lorsqu'il s'agit de faire l'analyse clinique, je reviens par rapport à ce que vous avez dit autrefois, que le médecin requérant n'est obligé que de répondre aux questions qui lui ont été posées tout à fait par les enquêteurs. Mais là, il y a un fort risque de ne pas, pour le médecin cerner, puisqu'il est assujetti à une obligation de répondre aux questions qui lui ont été posées. Il y a un fort risque de ne pas l'être au cas où il est limité par ce qui lui est dit par les enquêteurs. Le médecin doit répondre que par rapport à ce que les enquêteurs lui ont posé comme question. Puis je comprends votre idée, c'est l'idée qu'à trop le restreindre dans des questions précises, il pourrait ne pas évoquer des éléments qui seraient en dehors de ces questions. Rassurez-vous, il y a une question qui arrive en bout de course la plupart du temps dans les expertises, qui est du style, qui est rédigé un peu comme tel, mentionner tout élément qui vous semblerait être utile à la manifestation de la vérité. Donc voilà, on ouvre la porte au bout du compte, vous voyez, sur tout ce qui pourrait être également utile selon son expertise. Hein, donc rassurez-vous, ça sera malgré tout voilà, une protection contre ce type d'argumentaire, c'est bien, merci. Alors, dans les éléments constitutifs du décès, il y a des traces de violence, il y a des hémorragies, des asphyxies, des vomissements, il y a plein de choses qu'on va voir de manière très claire, mais il y a 3 déterminants importants à relever. D'abord, estimer le délai post-mortem. Estimer le délai post-mortem. Autrement dit, depuis combien de temps la personne est morte. Donc on va remonter la mort, grâce à ce délai post-mortem, à une heure ou, plus souvent, une période de la journée, ou, encore plus souvent, si le cadavre date d'un temps long, on ne l'a pas trouvé tout de suite, donc de jours, voire d'une semaine. Ce n'est jamais, il faut tout de suite dire ça comme ça, l'heure précise à la minute près, ça c'est sûr, mais à l'heure près, c'est rare. On va rester dans une évaluation, une tranche horaire, 1, 2, 3 heures, au moins, si vraiment, les gens qui ont les découvert, je ne sais pas, la nuit dernière, le type va pouvoir dire s'il est mort à 2h30. Ça, c'est pas possible. Alors, c'est pas un bon médecin légiste. Donc, il faut bien déjà cerner cette espèce voilà, grosso modo. Une évaluation grosso modo. C'est pas une science exacte, mathématique, à la virgule près. Donc, estimer le délai de post-mortem, ça c'est une des missions, en tout cas, qui est impartie. Deuxièmement, lutter contre le dépérissement des preuves sur et à proximité du corps. Lutter contre le dépérissement des preuves sur et à proximité du corps. Évidemment qu'on va commencer par les traces biologiques. Pourquoi? Parce que le sang,
ça se modifie très vite. Le sperme, ça se modifie très vite. Les éléments donc de peau, tout simplement des choses qui sont extrêmement biologiques, voilà, modifiables, qui se dépérissent par définition rapidement, doivent être priorisés. Et j'aime bien l'idée de sur le corps et à proximité du corps. Et quand on dit à proximité du corps, c'est vrai que c'est non loin du corps, sinon on aurait utilisé un autre terme. Mais gardez quand même à l'esprit que plus on s'écarte du cadavre, moins cela implique nécessairement qu'on exclut des éléments liés au cadavre. Je sais pas, on peut avoir une mutilation, on va retrouver un bras à 1 kilomètre. On peut avoir des éléments donc, où il s'est masturbé parce que voilà, il a gardé le fantasme, puis finalement il s'est masturbé en jetant son sperme dans la pièce d'à côté. C'est pas forcément, vous voyez, juste à côté du cadavre. Donc il faut aussi garder à l'esprit qu'il faut étendre son champ d'investigation malgré tout. Et enfin, troisième mission générale du médecin légiste, donner un avis sur la nécessité ou non de faire une autopsie. Dieu soit loué, en pratique, selon mon expérience, il est rare d'avoir un médecin légiste qui refuse de faire l'autopsie dès lors qu'il découvre ne serait-ce qu'une cause majeure d'homicide ou d'agression ayant occasionné la mort. Bien sûr, je veux dire par là que quand on découvre que c'est vraiment une cause, lors de la levée du corps, qui est d'ordre criminel ou suffisant suspect pour s'y intéresser, l'autopsie est quasi automatique. Voilà. On va pas essayer d'apprécier en disant ah ouais, dans ce cas-là, pour des raisons économiques, parce que c'est une petite affaire, parce que le procureur finalement ne le demande pas, parce que voilà, j'ai autre chose à faire, je sais qu'il y a autre excuse. Voilà, on va se dire bah non, j'ai le droit de ne pas le faire, alors que ne le faisons pas, finalement, c'est pas important. Non. Quand même, que soit les usages rattrapent un petit peu les règles de droit élémentaire. Mais pour des raisons culturelles. Oui. Exemple. Le respect de certaines traditions, par exemple. Oui. Exemple. Respect l'autopsie. Oui, on va se retrouver. Alors, non, mais donnons encore une fois un exemple concret. Quel genre de culture empêcherait donc l'autopsie? En fait, je tiens compte de l'expérience qu'il y a certaines cultures qui s'opposent à l'autopsie. Oui. Surtout les cultures africaines. Ah, d'accord. Alors, est-ce que c'est dans les traditions africaines ou est-ce que c'est lié à la religion? Est-ce qu'on peut préciser ça dans ces déjà? Non, c'est dans les traditions. D'accord. Dans certaines familles, ils pensent que c'est une autopsie. C'est comme si vous avez manqué de respect à votre cadavre. Ça tient, bien sûr. Oui, d'accord. Alors, soyons clairs. En tout cas, en droit français, et dans beaucoup de pays dits développés ou ressemblant à notre système, la loi l'emporte sur la culture. C'est-à-dire que vous pourrez avoir X personnes qui vous disent, par exemple, chez nous aussi, il y a l'exemple des gens du voyage. Les gens du voyage, qui vivent dans les caravanes, qui sont sans domicile fixe, qui donc ont opté pour une vie itinérante, en tout cas, où ils voyagent davantage que chez nous, avec qui n'ont pas voilà, une maison, un appartement, etc. Il y a des traditions aussi assez fortes où l'autopsie n'est pas franchement bienvenue et où l'incinération également du cadavre est plutôt bienvenue. Et ce qui pose notamment des problèmes de voisinage, c'est-à-dire que quand vous allez sans véritable autorisation, sans passer par le protocole puisqu'ils sont dans leur propre tradition, brûler un cadavre autour de leur caravane, ça fait un peu désordre, quoi. Aux yeux de la loi française en tout cas, et peut-être des voisins qui vont avoir des sacrées odeurs voilà, de fumée qui vont leur arriver par exemple. Donc c'est vrai que ça pose des soucis, hein, je reconnais, la culture n'est pas toujours facile à adapter ou rendre compatible avec la loi française et autres. Mais en tout cas, lorsque l'autorité judiciaire s'applique, elle s'applique quelle que soit la culture. Parce que l'intérêt finalement, pourrait-on dire, de la découverte de la vérité, puisqu'une personne est morte a priori, on l'a tuée d'une manière ou d'une autre, elle l'emporte sur la culture. On comprend bien qu'on veut bien entendu arrêter un criminel
et qu'arrêter ce criminel qui a commis un acte grave, c'est plus grave et plus important donc que des aspects traditionnels a priori, d'un strict point de vue légal. Après, vous aurez bien sûr des terroristes qui vont vous dire oui, mais la loi française, je ne la reconnais pas. Moi, là, c'est la loi d'Allah ou d'ailleurs qui s'impose à la loi de la République. Ben, c'est très bien, mais ta loi, en tout cas, dans le cadre de la compétence territoriale française, n'a aucune efficience sur notre loi de la République. On reste très concret de ce point de vue-là. Le rôle du médecin légiste et le concept d'examen du corps sur place et en place sont des notions à ne pas négliger. C'est-à-dire, il faut essayer d'avoir un œil médical sur le corps, sur le site, le lieu donc. Les indices, c'est essentiel dans l'équipe multidisciplinaire qui gère la scène de découverte d'un cadavre. Alors c'est rappelé bien entendu que l'œil du médecin légiste ne fait pas tout. Voilà. C'est-à-dire qu'un policier, par exemple, un gendarme, a pu remarquer quelque chose qu'il ne verra pas. Ou, même si ce n'est pas sur le cadavre, dans l'environnement du cadavre, il y a des choses qui doivent être en perspective ou en confrontation avec ce qu'il a fait. Voilà, on doit en tout cas remettre dans son contexte. Et le médecin légiste, il est plutôt effectivement centré sur le cadavre, même s'il a une vue un petit peu plus large de l'histoire, et sans parler des autres experts, tels que le criminologue, qui aura son mot à dire évidemment dans ces cas-là aussi. Et j'insiste donc sur l'équipe multidisciplinaire qui gère la scène de découverte d'un cadavre. On reviendra sur l'isolement blanc, les fameux experts, Manhattan, Las Vegas, Miami, qui interviennent sur les scènes de crime aussi en France, aux côtés du médecin légiste. Aux côtés de l'éventuel procureur, le substitut du procureur, qui a toute l'attitude pour se déplacer sur place. Mais certainement pas à côté ou aux côtés des journalistes. Badauds, familles et autres anomalies du genre qui n'ont rien à faire sur une scène de crime. Et malheureusement, je suis obligé de constater qu'en Afrique, c'est l'horreur pour ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a un accident, ce sont des mouches qui arrivent sur les lieux. Une ruche. Parfois, c'est même, je prends les photos, je vois sur un réseau social. Hein, on connaît tous ça. Il y a aussi le fait que, même si les policiers sont des policiers, il y a les journalistes qui sont friands de leur revue, voilà, d'arriver avant la police. Il y a les informateurs qui, bien entendu, ont parfois des informations à revendre, qui ont vu des choses avant même de donner à la police. La police sait très bien que ouais, ils n'ont pas beaucoup d'argent de toute façon, donc c'est quoi. Mais les journalistes ou d'autres personnes, qui peut-être d'ailleurs être celui qui a maquillé la scène du crime, va dire ouais, t'as vu ça, tiens, prends ton argent, dégage. Tu diras rien, on ne saura rien, donc tu restes dans ton coin. Voilà. Et, ah oui, c'est ça aussi. Donc il faut préserver ça à 200%. Et l'équipe pluridisciplinaire doit être autant formée que agissante de concert pour éviter ce genre de problème. Nous reviendrons sur les protocoles à mettre en œuvre. Deuxièmement, action initiale du médecin légiste. Les indices initiaux et témoignages sont les premières préoccupations du médecin légiste. Mais il va ensuite élargir ses questions, de manière très concrète. Il va dire, par exemple, l'officier de police judiciaire, je souhaite vous interroger, monsieur l'officier de police judiciaire, parce que je veux connaître l'identité du corps. C'est qui? Nom, prénom, matricule, vous le savez. Et puis, vous savez sa taille, éventuellement, vous savez son poids, vous avez des éléments, vous voyez, donc qui ressortent des fichiers, qui peuvent m'aider justement à bien confronter ce qui me semble voir avec les autres informations, vous voyez. Parfois, c'est en lien avec le permis de conduire, parfois c'est lié avec des éléments, vous voyez, très basiques qu'on va retrouver sur lui, pas forcément la carte d'identité. L'histoire du corps également. Toute information, autrement dit, médicale connue sur la victime. Parfois, vous avez donc une carte handicapée dans le portefeuille. Parfois, vous avez je sais pas, une décision qui a été prise d'indemnisation, alors qu'on n'a pas la carte, mais on comprend que la personne, elle est suivie pour raison médicale de manière importante. Peut-être qu'elle a le sida, peut-être que là, elle a, je
je ne sais pas, il a l'hépatite B, C, en tout cas, il a quelque chose qui va attirer l'attention dans ses affaires. Moi, par exemple, j'ai de la ventoline, donc un petit fluide bleu ouais, pour m'aérer les bronches, et donc c'est bien asthmatique. Ça ne se lit pas sur ce cadavre qui est asthmatique, de prime abord, mais à partir du moment où on retrouve de la ventoline dans son sac, bon, on présume en tout cas qu'il a ces petits soucis de santé. Que s'est-il passé depuis la découverte du corps? Très important. Il faut rétablir l'intervention des primo-intervenants. Qu'est-ce qui s'est passé avant que le médecin légiste arrive? Et ça, comme il n'était pas là avant pour le savoir, il demande d'abord à l'autorité censée le savoir, le policier, le gendarme, l'officier judiciaire. Et donc, voilà, ben, il doit dire, donc il y a une grande différence entre oui, je suis arrivé en tant que policier sur place, il n'y avait personne, c'est moi qui l'ai découvert, c'était en cas de flagrance. Donc là, on sait vraiment que là, il n'y a pas eu de pollution du tout. Très bien, parfait. Maintenant, vous dites, moi, je suis arrivé une demi-heure après, j'avais donc les voisins qui m'ont informé, ils ont déjà enlevé le casque parce que c'est un accident de la route, le type, il a pris la fuite. Et ben voilà, on va essayer de faire des trucs, on va essayer quand même de le sauver, faire un minimum, de se conserver avant que les pompiers arrivent, puis les pompiers sont arrivés, puis ensuite vous êtes arrivés. Ça fait beaucoup de monde avant l'intervention du médecin légiste. Ouais. Voilà, donc il faut savoir ça. Le corps a-t-il été bougé? Important. Il y a des aspects cadavériques, de type lividité, on y reviendra, mais il y a des aspects tout simplement voilà, de secourisme, ou alors est-ce qu'on a voulu le fouiller? Est-ce qu'on a voulu retrouver des éléments sur le corps, dans ses vêtements, alors qu'il était au sol? Est-ce qu'on a voulu lui prendre de l'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il s'est refusé de donner, qu'on a pris après l'avoir tué parce qu'il refusait de le donner? Tout est possible. Et donc, le médecin légiste doit savoir pourquoi il aurait été bougé. Mais également, combien de temps s'est écoulé depuis la découverte du corps. Mais également, quand la personne a-t-elle été vue pour la dernière fois vivante? Parce que cette question qui semble être plutôt du registre de l'officier de police judiciaire, il est vrai. Quand avez-vous vu la personne pour la dernière fois? Vous ne pouvez pas avoir un seul épisode d'une série télévisée où cette question ne revienne pas. Vous écouterez, hein. Quelle que soit la série, vous avez un crime à dire. Quand est-ce que vous avez vu la personne pour la dernière fois? Où est-ce que vous étiez à 12 h au moment où la personne est décédée? Voilà, c'est les deux gros trucs qu'on va voilà, réentendre tout le temps. Et parce que lorsque on avait vu cette personne pour la dernière fois vivante, elle était dans tel habit, par exemple. Elle était dans tel état mental. Entre ordonnée, désordonnée, plutôt soumise, dépendante à sa pathologie, ou alors tout à fait éclairée sur voilà, sa manière de raisonner, de se comporter. Ça peut être aussi des raisons justement purement médicales, c'est-à-dire qu'elle étouffait. La dernière fois que je l'ai vue, elle était vraiment comme ça. Demandez, oh, pouf. D'accord. Donc après vous dites, vous avez un cadavre qui était... Et puis il a été poignardé. Vous dites, ça n'a aucun rapport. A priori, ça n'a aucun rapport justement. Il va falloir chercher les circonstances qui expliquent pourquoi un premier temps, pourquoi un deuxième temps, et s'il y a un lien ou pas. Enfin, il n'y a aucun lien. Entre justement ce qu'on découvre et ce qui va être examiné. Ok. Deuxièmement, l'identité judiciaire. L'action initiale du médecin légiste, parmi les questions qu'il doit se poser, il interroge l'officier de police judiciaire, mais il doit aussi s'interroger sur l'identité judiciaire, c'est-à-dire les traces et indices qui ont peut-être déjà été prélevés, examinés, photographiés, filmés même, par les officiers de police judiciaire. Parce que, imaginons que le médecin légiste intervienne après le prélèvement. Il ne va donc pas pouvoir voir des choses qui pourraient être en lien avec le décès ou l'agression. Donc il va lui manquer une pièce du puzzle en quelque sorte pour bien évaluer cette levée de corps. Troisièmement, les circonstances de la découverte. Il pleuvait, il ne pleuvait pas. Vous avez un excellent, d'ailleurs le seul je crois dans la série des experts Las Vegas, où il démarre la série, hein, il démarre l'épisode, ils sont dehors, et puis il y a un mort qui est dans la rue. Et là c'est pluie battante.
Tout est squeezé quasiment. Et donc il s'évertue à vraiment essayer de ramener tous les indices pour les prélever, mais il y a déjà le sang qui part, il y a déjà l'ADN qui est foutu, il y a déjà l'arme qui est tombée dans un des caniveaux. Vous voyez, on voit bien que là, ils sont très mal. Très très mal. Ils n'ont plus de matière première. Donc c'est important, vraiment, de connaître les circonstances de la découverte. Est-ce que c'était un accident de la route? Est-ce qu'il y a eu un fuyard? Est-ce que donc il y a des témoins, il n'y a pas de témoins? Est-ce que la personne s'est suicidée? Ça pourrait être un suicide. Alors, parfois on découvre un cadavre au bas d'un pont, on se demande bien si ça a été poussé, si ça a été fait par soi-même, si c'est un accident parce qu'il a voulu éviter un véhicule, un camion de Daesh. On imagine tout, je veux dire, de prime abord. Quatrièmement, l'exposition du corps. Il faut qu'on sache si le corps a été découvert, exposé, ou au contraire dissimulé, ou au contraire avec une bâche sur le cadavre parce qu'on voulait cacher son identité, ou respectueusement, ça part parfois d'un bon sentiment bien sûr, par les familles de victimes en particulier, de mettre une couverture, un drap pour, voilà, on ne voit pas ce cadavre. Mais je répète que grand principe en police technique et en scientifique, Audrey, c'est lequel? Grand principe en police technique et scientifique. L'échange d'échanger forcément de parties et que l'on soit sur... Le principe de Locard. Non, c'est l'échange qui court. Transfert. Transfert. C'est-à-dire, je prends mon téléphone. Je touche le téléphone. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un transfert actif et passif. Actif, ma main laisse des empreintes digitales sur l'objet. Évidemment que les saletés qu'il y avait sur l'objet, ou tout ce qu'il y avait sur l'objet, passivement touche ma main également. Donc transfert des deux sens. Ok? Maintenant, je suis un cadavre. Et je mets une couverture. Qu'est-ce qui se passe? Le cadavre va arriver sur la couverture. La couverture, est-ce qu'il y avait dedans sur le cadavre? Il n'y a pas pire comme pollution. Vous savez? Voilà. C'est-à-dire que quand on a une scène de crime, le deuxième grand principe après Locard, et dans Locard, c'est ne rien faire. Préserver la scène. Ne rien faire avant l'arrivée des spécialistes. Tout à fait. Des policiers en particulier spécialistes. Voilà. Et si vous êtes de nouveau un peu dans un complexe de supériorité, à croire que vous seriez le super criminel de demain, ou déjà d'aujourd'hui d'ailleurs, sans être vraiment formé, ou alors d'être tout simplement le sauveur, d'avoir le syndrome du sauveur, il faut que je le sauve à tout prix, il est déjà mort mais c'est pas grave, je vais quand même le sauver. Vous êtes vraiment à côté de la plaque, essayez de vous raisonner, de vous contrôler, de gérer vos émotions, votre surestime de vous-même, et d'en revenir à des b.a.-ba de type « je ne fais rien parce qu'il en va de l'intérêt de toute la procédure qui suit ». Reçu? Mais, lorsqu'on a un cadavre tel que celui d'Alexia Daval, joggeuse bien connue, et qu'on sait, sans rentrer dans les détails, qu'elle a été dissimulée sous des branchages, ça devient intéressant d'avoir sur les branchages en question des différentes analyses. C'est tout l'intérêt justement de savoir pour le médecin légiste dans le cas de faire l'exposition du corps. Peut-être que le policier va dire « ouais, ce ne sont que des branchages qui ont été mis sur le cadavre ». Ah oui, mais non, le médecin légiste va dire « soit tu n'es pas policier technique, tu n'as pas été formé à ça, mais moi je pallie en tout cas ton insuffisance en te disant il peut y avoir de l'ADN sur les branches. » Parce qu'il a pris les branches et il les a mis sur le cadavre. Et puis, parce qu'il peut aussi qu'il y ait une partie des branchages, puisqu'il voulait donc dissimuler le cadavre, donc les branches, elles ont touché plus ou moins le cadavre. Donc il faut vérifier s'il n'y a pas effectivement des éléments du cadavre sur les branches. Parce que s'il n'y en a pas, après analyse, d'éléments du cadavre sur les branches, qu'est-ce que ça signifie? Alors que ces branches touchaient le cadavre. Qu'elles ont été mises après, ou que c'est complètement artificiel, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la scène du crime. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous faire gober? Et on ne veut pas être des gogos, ni des gens qui se font avoir par des attrapeurs gogos, puisque nous sommes des vrais criminologues experts. En tout cas, aspirants à l'être. Ok?
Il ne faut pas se précipiter sur le corps, cet examen doit être fait en relation avec les enquêteurs et parfois les techniciens de scène de crime en cas d'homicide. Voilà comment on les appelle en France, les techniciens de scène de crime. Ce sont les hommes en blanc. On les appelle aussi les techniciens en investigation criminelle dans la gendarmerie. Donc les TSC en police nationale, les TIC en gendarmerie nationale. Ce sont les hommes en blanc, mais qui ne sont pas des médecins légistes, j'insiste bien. Ce sont des personnes spécialisées dans l'analyse, la préservation des indices et leur transfert en bonne et due forme aux services compétents, aux laboratoires compétents. À noter précisément la position du corps pour notamment les histoires de déplacement, on l'a déjà dit, mais quand même prise de photographie localisant le corps dans son environnement et relever des détails du cadavre selon les lésions et ou indices matériels retrouvés sur la proximité de celui-ci. Donc on va noter ici photographie, localisant le corps dans son environnement, j'insiste bien, et relever des détails du cadavre selon les lésions et ou indices matériels retrouvés sur la proximité de celui-ci. Le cercle des poètes disparus. Qui a vu ce film? Vous n'avez pas vu ce film, vous le regardez ce soir. Vous allez sur n'importe quel site de film gratuit, vous allez mettre cercle des poètes disparus streaming ou stream. D'accord? Vous lisez ça ce soir. Vous voyez ça ce soir. Pourquoi ce film? Vous avez à l'intérieur de ce film un professeur un peu atypique mais qui a tout compris de la vie. Dans une école particulièrement traditionnaliste et conservatrice, qui suit les règles comme si c'était un alphabet préhistorique jusqu'à la fin des temps, mais en fait, qui ne change rien à rien, et qui donc se met à un moment donné sur une table. Il se lève, il se met sur une table, et il regarde les élèves. Il dit, vous voyez, lorsque je suis donc debout, je vous vois très différemment que lorsque je suis assis. Et ce serait différent aussi si je me mettais allongé. Et si je serais différent, effectivement, si vous veniez à ma place. Ce serait différent aussi si je vous regarde avec amour ou si je vous regarde avec sévérité. Tellement de regards différents peuvent être posés sur vous. Eh bien, c'est pareil pour la photographie. Si vous ne diversifiez pas les photographies, les angles photographiques, la qualité photographique, la manière, effectivement, de se rapprocher de telle chose, de prendre de la distance à tel autre, de démultiplier les angles d'attaque afin d'optimiser l'information, alors vous allez manquer d'informations tôt ou tard. C'est obligatoire. Et moi, je me souviens d'un cas du temps où il y avait sur Internet, peut-être d'ailleurs pourriez-vous encore le retrouver, il y avait un croquis qui faisait l'objet, un croquis d'une scène de crime, d'une personne qui se trouvait dans une baignoire. Et donc ça servait un petit peu d'application à l'orientation personnalisée des étudiants qui voulaient faire des études en criminologie. Alors qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous appliquez? Donc là on disait, voilà, il répond ça, donc effectivement il est plutôt allé sur ça. Voilà. Mais ce croquis était une véritable scène de crime, la première que j'ai eu à faire. Et c'est Jeddah qu'on avait retrouvé dans une baignoire et qui avait été assassiné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait sur les 4 et uniques photos en couleur de la gendarmerie nationale de l'époque de la scène du crime, je ne sais pas si vous voyez ça, une photo où le gendarme était exactement à l'endroit où se trouvait le criminel au moment où il a regardé pour l'une des dernières fois la victime avant de partir. Pourquoi? Parce que c'était, pour simplifier, l'endroit seul où le criminel ne voyait pas du tout la victime. Il avait tout fait pour positionner ce cadavre en bougeant donc une espèce de cagette en plastique avec plein de linge à l'intérieur pour les positionner également, de mettre comme ça, de bien replier les genoux, de mettre la tête penchée, mais donc à l'endroit même où se trouvait le gendarme, c'est sûr, on ne voyait rien du cadavre. C'était le seul endroit où on ne voyait rien. Il a eu cette intelligence-là, ce gendarme. Et donc là, si on sait ça, sachant qu'on est dans une logique de undoing, c'est-à-dire il n'a pas voulu, ce criminel, on le saura après, par l'analyse criminologique, cette fois-ci, exposer son cadavre, mais plutôt le cacher parce qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Donc dans cette logique de je regrette, post-mortem, eh
bien, il a fait en sorte de positionner ce cadavre pour ne plus voir les traces d'indices, pour ne plus voir les blessures, pour ne plus voir la mort, ne plus voir le sang, etc. etc. Et partant de là, le criminel s'était mis à un endroit où il était sûr qu'il ne voyait plus rien. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi? Ben, je sais qu'à l'endroit où le gendarme a pris la photo, le criminel y était aussi. Et s'il y était aussi, non seulement ça a un intérêt matériel de traces indices, parce qu'on peut chercher justement des traces de pas, de tout ce que vous voulez à l'endroit où il se trouvait, mais vous savez aussi que dans cette démarche-là, d'un point de vue strictement psychocrinologique ou criminologique maintenant, eh bien, vous avez un individu qui a éprouvé un fort sentiment de culpabilité après, et que donc on a plus affaire à un mixte, un inorganisé ou quelqu'un qui est un peu immature, inexpérimenté, et donc plutôt un jeune. A priori, en tout cas, on part sur cette première hypothèse-là au départ. Et donc, ça aide beaucoup, grâce à la photo de ce gendarme qui a été très éclairante de ce point de vue-là. Okay. Laissez-moi te dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, la photographie demeure-t-elle un élément primordial pour la manifestation de la vérité? Oui, plus que jamais. Tout ce qui est audiovisuel est vraiment imparable aujourd'hui. Vous avez la vidéosurveillance, la vidéoprotection. Comment imaginer qu'un acte terroriste, un acte de malveillance dans une voie publique, dans un lieu public, puisse échapper à la vidéosurveillance ou la vidéoprotection aujourd'hui? C'est un moyen de même tracer quelqu'un. De dire, à un moment donné, il est parti de là, et on l'a vu sur un autre là, et là, on voit même son déplacement. C'est capital. Tout ce qui est photo, c'est-à-dire, il y a les photos d'identité sur les passeports, donc c'est important aussi pour tout ce qui est fraude documentaire d'être dans la vérité. Voilà, d'ailleurs, ça me rappelle une petite remarque que je vous ai faite au passage. Et tout ça, c'est important. Les photos, c'est capital aussi pour quelqu'un qui arrive après le fait. Imaginez que vous allez sur une affaire qui a eu lieu il y a 2 ans, et vous découvrez l'affaire, vous n'êtes jamais allé dedans. Si vous n'avez pas les photos, et de multiples photos, et peut-être même des vidéos qui traitent de ça, comment vous allez vraiment vous imprégner de ça? Plus il y en a, plus vous avez la possibilité de faire du bon travail. C'est pourquoi j'ai toujours milité pour la haute définition. C'est pas uniquement un appareil photo classique. Ça, c'est 20 mégapixels. Là, c'est 4K. Là, c'est l'idée d'avoir, en tout cas, dans la meilleure des options audiovisuelles, le fait qu'on va restreindre les mailles du filet pour vraiment essayer de toucher un détail qu'on n'aurait pas vu si c'était resté flou, tout simplement. Et déjà que notre psychologie est très sélective en s'attachant à des choses plus visibles et plus évidentes, qu'il nous faut vraiment être pixelisés au maximum dans notre regard. Voilà. Ça commence par l'outil qui nous rappelle, oh, comme c'est précis, comme c'est fin, comme c'est vraiment panoramique, comme c'est vraiment focalisé, on peut zoomer jusqu'à presque un microscope. Vous voyez. Et donc là, on va microcosmos, oui, c'est le cosmos des indices dans un micro. Et c'est capital. Dans une enquête, c'est ce justement sur lequel un inexpérimenté en tout cas parie, il se dit ouais, de toute façon, ce genre de détails, la police ne va pas faire attention. Grave erreur. Plus vous avez donc un outil performant, plus il saura avoir l'indice auquel vous croyez qu'on ne pense pas. Donc, les photos. Ensuite, il y a la position du corps, l'habillement, on l'a dit. Vous avez donc l'habillement, oui, excusez-moi, l'habillement. Préciser ça. Il y a des cadavres qui sont retrouvés totalement nus. Il y a des cadavres qui sont retrouvés partiellement habillés. Il y a des cadavres qui sont retrouvés comme s'ils dormaient. Avec tout ce qu'il faut comme pyjama, comme vêtements, tout propre, tout beau, sorte de mariage presque. Baptême. Il y a de tout. Mais évidemment, ça change tout. Ça change absolument tout. La description du lieu de découverte.
Une description qui est cartographique, une description qui est photographique, une description qui est sous forme de croquis, une description qui est du plus loin au plus proche du cadavre. Une description qui est idéalement aérienne. Tous les drones. Et avant, il y avait les hélicoptères. Un hélicoptère, ça coûte entre 800 et 1000 euros à louer la journée. Donc c'est cher. Un drone, bon, c'est un petit investissement au départ. Enfin, aujourd'hui, les drones, je sais pas, à 1000 euros, mais une fois que vous l'avez à 1000 euros, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. C'est pas du tout pareil. Et le drone, on peut vraiment le mettre là. À un moment donné, vous êtes dans la forêt avec l'Alexia Naval. Hop là, on va en dessous, là. On fait puis on regarde, et puis on photographie, puis on fait le tour. Je dis, ah, il est passé par là. Parce qu'on va pas mettre l'hélicoptère. On va jouer à Rambo sous les. Version commando sous les. Non. Donc c'est vrai que c'est très pratique pour ça. Très pratique. Et autre élément très intéressant, puisqu'on parlait de l'aspect technique, photographique, audiovisuel, c'est qu'un drone, il peut avoir une image fixe. Souvent, vous êtes dans les hélicoptères, le type, il a la caméra à l'épaule ou éventuellement à la main. Bon, parfois, ça peut être effectivement sur l'hélicoptère, mais l'hélicoptère, justement, il ne peut pas faire ça. Il faut que la personne dise, ouais, je vais focaliser là-dessus, etc. On le laisse souvent en main. Le plus souvent en main. Sauf bien sûr, c'est lorsqu'il s'agit de patrouille, routière, de circulation, des choses comme ça, où on peut se permettre d'avoir la caméra qui est vissée à l'hélicoptère. Mais généralement, voilà, c'est lorsqu'on est sur des scènes d'intervention de type criminel, il faut vraiment pouvoir zoomer, focaliser, aller sur tel endroit. C'est un homme qui fait ça, le plus souvent. Ah oui, mais ça bouge. Vous imaginez que l'hélicoptère est là comme ça, puis ça tremble, et puis vous zoomez, et puis vous le zoomez parce que voilà, ça bouge. Non, le drone, il est fixe. C'est ça qui est là. Il est lent, vous pouvez lancer, il se stationne. Vous zoomez, ça ne bouge plus, vous partez, vous voyez, ça n'a rien à voir en termes de qualité. Ah, la spécialiste, ce sont des mains. Ah, magnifique. Voilà. Bon. Enfin, il se peut qu'il y ait dans la recherche notamment des médicaments ou ordonnances retrouvés sur place avec l'appel du médecin traitant. On en arrive au premier examen. Ah, monsieur Machin. Le premier examen. Alors, on commence par les vêtements. Qu'est-ce qu'on va rechercher dans les vêtements? Objets, dans les poches, indices fragiles, sperme, sang, projectiles, des choses comme ça. Recherche d'objets dans les poches, indices fragiles, sperme, sang, projectiles. Signe de lutte. On va se poser des questions aussi sur le déshabillage sur place. Y a-t-il eu vraiment... Est-ce que ça a été fait à un autre endroit? Est-ce que ça a été fait sur place? Est-ce qu'il y a eu des déplacements, lieu du crime différent, lieu de rencontre qui est différent, lieu de dépôt du corps, etc. On sait qu'un déshabillage sur place est peu recommandé lorsqu'on veut vraiment déshabiller le cadavre sur place. Donc c'est juste un point pour vous dire que il y en a qui préfèrent attendre l'autopsie pour les déshabiller, il y en a d'autres qui préfèrent déjà les déshabiller sur place. Bon. Donc là, c'est pas arrêté comme pratique, même s'il y a plutôt la tendance, je pense pouvoir dire, d'attendre l'autopsie. Celui-ci sera fait dans de meilleures conditions à l'Institut médico-légal de ce fait, et pour les autres cas, un déshabillage sur place doit être systématique pour une recherche efficace des signes de violence et de la mort sur un corps nu. En fait, la grande distinction, c'est l'homicide. Si on a vraiment un homicide patent, on attend l'Institut médico-légal. Si c'est vraiment un homicide, a priori, en tout cas, si on ne voit pas vraiment l'histoire, alors on va commencer à déshabiller pour voir quels pourraient être les coups ayant occasionné la mort. On examine le corps, on palpe. On palpe. Recherche de lésions alimentaires, élémentaires parce que tout de suite caractérisées. Quel est son état de conservation? Est-il des insectes? Est-il de la putréfaction? Est-il une odeur pestilentielle? Est-il des mouches?
Y a-t-il des os? Parce que parfois on ne retrouve que des os éparpillés. Et puis on va regarder les orifices. Les orifices et les écoulements. Quels sont les orifices du corps, monsieur Béjean? Réfléchissez. Pour l'instant, c'est simple. Quels sont les orifices du corps? Les orifices, c'est les trous. Donc à la bouche, le nez, pas d'autre. Les oreilles, pas d'autre. Pas d'autre. L'appareil génital. Oui. Donc anus et le reste. Pour les restes. Pas si c'est petit. Pas d'autre. Pas fini. Les yeux. Évidemment, parce que les conjonctifs, ça peut être aussi vu comme un orifice. Il y a les ongles qui est très important. Alors les ongles, c'est pas vraiment vu comme des orifices. Je crois qu'on peut pas dire ça, mais voilà. Est-ce qu'il y aurait autre chose sur Après, l'étude de la dentition, après, très important. L'implant dentaire, tout ça. Et bien disons qu'il peut y avoir des orifices naturels et des orifices quoi? Bah oui, des plaies, voilà, c'est-à-dire les orifices occasionnés par une agression, par un tiers, vous voyez, qui ne serait pas naturellement ou appartenant naturellement au corps. Et avant ça, il va voir la rigidité cadavérique, la température du corps, et donc voir par rapport à la rigidité cadavérique, olivinité présente, établir en moyenne un temps où la personne est décédée, mort, toutes les conditions de la mort sont établies après autopsie. Mais sur les trous, c'est la rigidité qui est très importante. Et puis les conditions de comme c'est présente, puis tous les orifices, les empreintes papières, digitales et tout ça, voilà, qui est. Mais y a-t-il d'autres orifices dans le corps? Bah, comme on l'a dit, tout ce que vous avez énoncé, c'est très bien. Y a-t-il d'autres? D'autres encore? Bah, on a parlé bouche, nez, oreille, anus, partie génitale, des blessures évidentes. Le nombril? Les nombrils, voilà. C'est un orifice ou pas le nombril? C'est un orifice. Non, c'est pas vraiment un orifice, mais... Techniquement, c'est limite, hein? C'est limite. En fait, vous avez différents types de nombrils. C'est l'ouverture. Vous avez des nombrils qui sont plutôt en relief. C'est ça. Et puis des nombrils qui sont particulièrement... Retraité. Retraités, c'est joli. Oui, ils sont vraiment retirés, voilà. Ils ont une pension tous les mois. Donc, en tout cas, qui peuvent ressembler à un trou. C'est ça. Certains sont particulièrement même profonds. C'est vrai. Parfois, se lève d'ailleurs, s'il ne s'est pas lavé régulièrement, des choses pas très catholiques. Du sacré divers et variés. Qui ressembleraient bien aux orifices de l'oreille, n'est-ce pas? Bien. Donc, en tout cas, vous voyez qu'on est dans une cavité, éventuellement une cavité dans laquelle il ne faut pas négliger aussi certaines choses. Bien. On arrive quatrièmement aux mentions des indices de la cause de la mort. Mention des indices de la cause de la mort par ce fameux médecin légiste. Alors, parmi les indices les plus évidents, c'est l'asphyxie, c'est-à-dire, donc, y a-t-il des cyanoses, c'est un espèce de... Tout est plus ou moins congestionné. La circulation du sang, donc, a été comprimée. Donc, forcément, ça rend l'individu plus roule et des vaisseaux sanguins qui commencent un peu à exploser, en particulier dans le blanc des yeux. On verra surtout ça. L'état des conjonctives, qui illustre pas mal aussi ces éléments plus symptomatiques. La coloration des ongles du corps, parce qu'il peut y avoir des empoisonnements, il peut y avoir des éléments donc, de coups, de griffures, de luttes. Donc, vraiment, les extrémités du corps, en particulier les ongles, sont capitaux aussi en pratique. Présence de liens d'armes de bâillons. Lien arme-bâillon, donc y a-t-il des éléments de ligature? Y a-t-il déjà en présence des ficelles, cordes et autres, fils électriques? Armes, alors armes par nature, revolver, armes par destination, un pieu, version Raon, version Tarzan,
selon ce que vous voulez. Un baillon. Donc, est-ce qu'il y a eu un kick du viol, un kick du meurtre? Le type est arrivé avec ses bistouris partout, il a mis du sparadrap. Bon. Identification enfin des lésions alimentaires, lésions de défense ou de violence. Il faut quand même savoir si on est plutôt affaire à des lésions où l'individu a attaqué ses victimes ou au contraire l'individu l'individu a été attaqué, donc effectivement légitime défense ou ce type de riposte vis-à-vis de l'agresseur. Et enfin l'établissement du certificat. On finit avant la pause. Établissement du certificat médical par le médecin légiste. Alors, ce document doit donner une réponse aux questions posées par la réquisition, nous le savons. Il faut agir avec la rigueur d'un constat d'huissier. C'est vrai que quand vous regardez un document d'huissier, c'est une architecture juridique. On a l'impression d'avoir un style gothique rédactionnel. C'est-à-dire un truc vraiment extrêmement précis, charpenté et presque incompréhensible pour celui qui connaît rien à l'histoire. Sauf bien sûr qu'il faut payer telle somme. Ça, vous avez tout à fait compris. Alors, description de ce qu'on a vu. Aucune interprétation pour l'instant, au départ. Là, on a vraiment un état des lieux, de constatation de ce que l'on voit, de la réalité visuelle. Je ne saurais répéter assez encore une fois qu'il faut, dans n'importe quelle analyse, y compris criminologique, y compris que M. Bachat va faire tout à l'heure avec joie, c'est de constater ce que l'on voit en photo, sans aller déjà sur des déductions, des interprétations, des ressentis très subjectifs. Il faut apprendre à dire que ça, c'est rouge, mais quel rouge? Ça, c'est une fleur, mais quelle fleur? Est-ce que ça a été fait donc avec des piqûres sur piqûres en relief? Ça a été fait comment en fait? Ça date de quand? Ça a été fait manuellement? Ça a été fait en série? Ça a été fait il y a 20 ans? Ça a été fait avec une machine à coudre, et quel type de machine à coudre? Quelle marque? Est-ce qu'il faut un professionnel pour ça? Est-ce qu'on peut le faire dans une industrie en série? Est-ce que dans ce type de machin, c'est d'ailleurs de quelle matière? Synthétique? Laine? Soie? Est-ce que c'est résistant à l'eau? C'est imperméable? Ou pas? Et puis, quelque part, ça prend la poussière ou pas? Ça a été lavé ou pas? Bah, tchou! Oui, ça prend la poussière, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pour ça que... Bon. Et on pourrait multiplier longtemps encore. Vous voyez? Bon. Il faut méticuleusement savoir de quoi l'on parle. Et enfin, les hypothèses posées avec réserve, qui sont adaptées. Ah, donc, si j'ai bien suivi, hypothèse au pluriel, posée par le médecin légiste. Ça veut dire que quelque part, un bon médecin légiste devrait donner 2, 3, 4 hypothèses lors du lever de corps. C'est intéressant ça, parce que, très honnêtement, pas toujours vu comme ça. Parfois, le médecin légiste aime bien arrêter déjà lors de la levée de corps une priorité, une hypothèse prioritaire. Il faut se laisser aller à différentes hypothèses. Vous allez voir tout à l'heure, en regardant une scène de crime, que vraiment il y a plusieurs possibilités. Rien qu'en regardant cette scène, plusieurs possibilités. Vous allez me dire des différences évidentes. Il faudra noter ça. Il y a 10 hypothèses. Au revoir. Si vous n'en retenez qu'une, vous êtes un mauvais criminologue. Et si je vous laisse faire, je suis un mauvais professeur. La datation doit rester très large et prudente, parce qu'il y a beaucoup trop de variables, et beaucoup trop de variables inconnues. Vous êtes unique en votre genre. Dans votre tête, je ne vois rien.
Il y en a qui écrivent sur leur téléphone, même si je les vois continuer. Il y en a d'autres qui font semblant, qui masquent le poisson, qui noient le poisson. Tout est unique. Il y a trop de variables. Il faut donc apprendre à aller les chercher et les trouver. C'est en cherchant qu'on trouve. C'est aussi en écoutant qu'on comprend. Concernant l'autopsie, la décision en revient au procureur. Donc c'est vrai, hein, le médecin légiste dit « Moi, je pense qu'il faudrait la faire ». Au bout du compte, c'est le procureur qui dit « Non, oui, peut-être, il faut voir, encore, expliquez-moi ». Pas sûr. Ça, c'est pas automatique. C'est lui seul qui va décider. Il va évaluer par rapport à la situation comme se présente. Voilà. Et je vous garantis que les procureurs sont de plus en plus, d'ailleurs, hein, ça j'ai remarqué, pointilleux. Tout à fait. Pointilleux sur... Parfois pour des détails, il y a bien sûr les histoires de droit de procédure, hein, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, dans quel cas on est, de savoir la qualification exacte des faits. Bon. Mais il y a aussi voilà, les conséquences d'un tel acte, les circonstances, ils sont plus dans les circonstances aussi, les intérêts en cause, il y a plein de choses comme ça, de paramètres qui rentrent, je trouve, de plus en plus en ligne de compte, même si ça a déjà été cadré dans le principe, c'est pas ça, je ne cherche pas du tout à vue sur les procureurs évidemment, mais je trouve effectivement que c'est bien qu'il soit un peu plus méticuleux, et on entendra que c'est lui qui a la dernière décision. La datation doit rester très large et prudente, je l'ai dit. Concernant l'autopsie, la décision envoyée au procureur, le médecin propose, le procureur dispose, le médecin donne son avis éclairé, le constat final est fait par les autorités judiciaires grâce aux éléments d'enquête, et le médecin peut proposer des prélèvements pour une étude toxicologique sans urine. Alors selon vous, est-ce qu'on ne devrait pas faire ça systématiquement? Est-ce qu'on ne devrait pas systématiquement demander au médecin légiste, ou d'ailleurs peut-être le médecin légiste le fait lui-même en fonction de son protocole d'autopsie, qui sait, avoir des prélèvements de tout sur le corps? Qu'est-ce que t'en penses? Je reprends ma question pour que tu comprennes bien et que la prochaine fois que je te poserai la question, tu te percutes. C'est, est-il nécessaire, d'après toi, indispensable, systématique, que le médecin légiste fasse des prélèvements d'urine, d'ADN, de traces, qui coupent des organes pour faire des analyses toxicologiques en tout genre, etc. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui devrait faire tout le temps ou seulement dans certains cas? Bon, imaginons maintenant que Noura elle décède, là, tu vois, ta tête qui pose. Là, on ne sait pas ce qui se passe, le truc, là. C'est juste de protéger. Voilà. Et là, boum, tu tombes. Si tu veux, c'est moi qui tombe. Ça revient au même. On est de mort. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cause inconnue ou suspecte, on va démarrer comme ça. Et là, tu te dis, pourtant il parlait, pourtant elle me répondait, pourtant ils étaient bien tous les deux, ils s'aimaient bien d'ailleurs aussi. Et donc on ne comprend pas du tout pourquoi il est mort. Et là, tu te dis, dans certains cas uniquement ou dans tous les cas? Tu reviens quand même à donner. C'est vrai, quand c'est plutôt suspect, quand c'est plutôt inconnu, on comprend. Mais la vérité, c'est que le tableau général de la toxicologie va être vérifié systématiquement, quelle que soit la cause apparente de la mort, et donc il est très important de faire tous les prélèvements dans une autopsie normale. Pour tout le monde, d'accord? pareil. Alors, l'autopsie est demandée dans les situations suivantes. Alors, ce que je viens de dire, c'est évidemment dans les causes suspectes et inconnues, mais ça devrait être la priorité. Après, les médecins légistes qui ne le font pas, c'est leur histoire. Si le procureur dit qu'il ne faut pas le faire, c'est encore une fois leur histoire, mais j'estime effectivement que c'est pas normal et ça doit être systématisé pour les raisons évoquées. C'est juste une petite précision, parce que j'imagine qu'il y a des pour les morts médecins qui ne font pas naturelles. forcément. Pour les morts qui sont non naturelles. Ouais, mais même quand c'est naturel, c'est-à-dire on a l'impression naturel, c'est quoi? Parce qu'en fait, aucun médecin légiste sans autopsie peut savoir vraiment si c'est le cœur qui a lâché, si c'est un truc qui est là, pété, là, si peut-être du riz au cerveau, hein, ça lui fait la chose. Est-ce que c'est parce que madame
a profité de l'occasion très favorable sur un terrain glissant de son mari qui était déjà à 85 ans avec une embolie pulmonaire et il était déjà un pied dans la tombe. Et puis on veut mettre un petit coup de cyanure, un petit coup de truc, quoi. Hein? Mange, mon chéri, mange. Et là, même dans le cas de mort naturelle, vous comprenez, il faut vérifier. Mais bien sûr, c'est Il y a fortement pas pas de excessif de faire toutes ces vérifications en laboratoire, ça fait un certain coût, généralement. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que il faut, selon l'éthique et la déontologie en pratique, le faire. Maintenant, si pour des raisons économiques, politiques, culturelles, on ne va pas le faire, alors nous avons un souci potentiel pour nous. Hein? Après, on s'étonnera qu'il y a peut-être des choses qu'on va découvrir ou qu'on va passer à l'as. Hein? Moi, il y a un très bon sujet de mémoire sur lequel je vous attends pour celles et ceux qui seraient éventuellement intéressés, c'est les crimes maquillés en suicide. Parce que le nombre d'affaires de suicides déclarés comme tels par les autorités qui expédient trop souvent cette histoire sans trop regarder parce que les apparences sont patentes, cachent en partie, en tout cas, c'est sûr. Alors à voir ensuite dans quelle proportion exactement, quelles circonstances, mais des crimes, c'est sûr ça. D'autant que c'est tellement facile pour un policier ou un gendarme, dans certaines circonstances évidemment pas généralisables, mais certains d'entre eux parfois, d'avoir une bonne notation parce qu'ils ont résolu l'affaire. Des choses comme ça. Alors que si vous dites, ah non, c'est pas un suicide, ah mince, donc c'est, ah oui, non, effectivement, c'est pas c'est un étranglement, ah c'est un étranglement, ah mon Dieu, et donc là, on cherche l'enquête, il n'y a pas de mobile apparent, ah mince, et puis là on se retrouve avec un Patrice Allègre, au bout de 6 à 10 ans de procédure, vous voyez. Patrice Allègre, je rappelle, tueur en série, français, du sud de la France, qui a fait des siennes pendant longtemps. Et donc, effectivement, là, vous allez traîner le boulet de l'affaire Patrice Allègre dans votre dossier professionnel en tant qu'enquêteur ayant peut-être manqué ou tardé à arrêter ce criminel. Alors que c'est tellement plus simple, tellement plus rapide, tellement plus fructueux d'un point de vue hiérarchique de dire suicide. Il y a une question de statistique aussi, Aussi. qui relève du politique. Bon, je crois que n'importe quel politique veut évidemment qu'il y ait moins d'insécurité dans ses rues. Bien sûr. Donc, des bons chiffres. Et pas que, il y a aussi, par exemple, tous les juges, magistrats qui veulent absolument pas qu'on fasse des statistiques, qu'on ait des études, des éléments concrets pour pouvoir les étudier à la société. Parce que. T'entends. Allez, pour finir, l'autopsie en tout cas est demandée le plus souvent dans les situations suivantes. Toute lésion élémentaire difficilement interprétable, je répète, toute lésion élémentaire difficilement interprétable, récente, sans cause évidente de décès. Donc vous avez une plaie par exemple par arme blanche, mais a priori pas dans une zone vitale. Bon, donc lésion alimentaire, est-ce que ça a vraiment causé la mort? À quoi est-ce que c'était un coup? On ne sait pas trop. C'est récent parce que je vois le rouge dedans, ça a un peu des branchements sanguins, des choses comme ça. Et puis sans cause évidente de décès, puis c'est pas une zone vitale. Donc là, on va chercher. Il faut qu'on investigue pour savoir vraiment ce qui se passe. Mais également tout corps putréfié, sans éléments permettant de définir par définition une cause évidente de décès. Et oui. S'il est putréfié, s'il est supernoyé, disloqué, décharné, s'il est ossifié, il n'y a plus que des os, c'est bones. Voilà, il faut forcément une autopsie ou en tout cas une analyse extrêmement poussée en termes d'identification criminelle, notamment anthropologique, il n'y a que des os. Surtout que les corps, après un certain délai de temps, ils subissent des modifications.
Et comme vous avez évoqué la putréfaction, l'éligibilité, et puis la concentration de sang dans certaines parties du corps, donc d'éligibilité, et gonflement de certaines parties et tout ça. Et donc la dégradation complètement des tissus et de tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Reçu. Alors vous devez savoir, pour finir, que il y a un manque législatif dans toute cette histoire. En droit français, en effet, les circonstances dans lesquelles un examen externe du corps ou une autopsie médico-légale doivent être ordonnées ne figurent dans aucun texte législatif. Aucune loi ne prévoit donc le cas express, obligatoire, dans lequel une autopsie doit être décidée. C'est vraiment à l'appréciation du procureur en ultime lecture, sur avis éclairé du médecin légiste, dans le meilleur des cas. C'est pourquoi je vous disais, ici, il faut toujours... Moi, je suis toujours... Faites-la, de toute façon, c'est pas en l'éliminant de la procédure que vous aurez une plus-value d'information. C'est évidemment toujours en la faisant que vous aurez une plus-value d'information. Une recommandation européenne, toutefois, la recommandation R99.3 du comité des ministres aux États membres, qui date déjà du 2 février 1999 et qui n'a pas changé, relative à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie médico-légale, précise néanmoins les points suivants. Et là, ça devient intéressant, notez bien. D'abord, en cas de décès qui pourrait être dû à une cause non naturelle, disait Jalila, l'autorité compétente, accompagnée d'un ou de plusieurs médecins légistes, devrait procéder dans les cas appropriés à l'examen des lieux et du cadavre et décider si une autopsie s'avère nécessaire. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il faut, l'autorité compétente, le procureur, accompagné d'un ou de plusieurs médecins légistes, donc d'un ou de plusieurs, on admet qu'il peut y en avoir plusieurs, ça c'est déjà une nouveauté, devrait procéder dans les cas appropriés à l'examen des lieux et du cadavre et décider si l'autopsie s'avère nécessaire. Donc ça veut dire déjà, ce qui nous paraît, nous, un b.a.-ba, là on nous rappelle juste que, bon, il y a une procédure, il y a un cadavre, il y a un procureur, il y a un médecin légiste, et bien sûr on fait l'examen du cadavre. Mais ça voudrait dire que si la directive européenne nous précise ça, c'est qu'il y a des cas en Europe où c'est pas le cas. Et qu'il faut rappeler le b.a.-ba de la procédure de base, qu'il faut une autorité compétente, qu'il faut un médecin légiste, qu'il faut un cadavre avant toute autopsie. Donc il y a sans doute des cas malheureusement qui passent à l'as parce que cette procédure n'est pas mise en pratique. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et deuxièmement, là ça nous concerne un peu plus, en France ou ailleurs, les autopsies devraient être réalisées dans tous les cas de mort non naturelle. Évidente ou suspecte. Quel que soit le délai entre l'événement responsable de la mort et la mort elle-même. Ça veut dire donc que vous le découvrez tout de suite ou vous le découvrez dans 15 ans, ça sera pareil. Dès lors que vous avez des éléments bien sûr exploitables. Je suis pas d'accord. C'est pas grave. Et décider si une autopsie s'avère nécessaire. Et décider si une autopsie s'avère nécessaire dans ces conditions précises. Alors, en particulier néanmoins dans les cas suivants. Homicide ou suspicion, autopsie directe. Mort subite inattendue. Laurent. Notamment mort subite du nourrisson, mais pas que le nourrisson, pas que le bébé. Autopsie directe. Violation des droits de l'homme. Intéressant ça. Autopsie directe. Suicide ou suspicion de suicide. Autopsie directe. Ah voilà un truc intéressant. Suspicion de faute médicale. Genre effet secondaire, une opération, voilà, et puis on va dire 1, 2, 3, 4 se sont tués après l'opération, sont morts. Un truc, autopsie directe. Accident de transport, de travail ou domestique. Pourquoi? Il faut regarder Colombo, vraiment. Il faut revoir Colombo. Le nombre d'homicides intrafamiliaux, domestiques, domestiques, c'est-à-dire pas des proches tout simplement, qui ont lieu dans l'environnement familial, qui ont lieu dans la maison de l'individu, qui ont lieu dans la zone de confort de la victime. Eh ben, c'est plus de 90%.
Donc même si ça paraît comme un accident, même si ça paraît là, il faut vérifier. Parce que la grande probabilité que les crimes intrafamiliaux, domestiques, ont lieu dans le lieu domestique. Bon, autopsie directe. Maladie professionnelle. Alors est-ce que c'est l'amiante qui se balade dans l'air? Est-ce que c'est donc une fumée? Est-ce que c'est, je sais pas, on veut se débarrasser d'un type, harcèlement sexuel, harcèlement moral, Tariq Ramadan, présumé innocent, a été donc a fait des élus, des adeptes qui ont menacé d'autres personnes qui se sont déclarées victimes de harcèlement et d'autres, voilà, et qui, toutes les menaces qui bombardent ces gens-là, ces victimes, annoncées. Bon, c'est sûr qu'il se peut par exemple que dans le milieu professionnel, tout à coup, il y en a un qui décède. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on s'aperçoit que peut-être il y avait un lien hiérarchique, ou un lien de fraternité, ou un lien amical entre le harceleur présumé et celui qui dirigeait la boîte dans laquelle se trouvait la victime. Tout ça, c'est suspect. Autopsie directe. Catastrophe naturelle ou technologique. Alors, catastrophe naturelle, là aussi, il y a un très bon épisode, il y a plein d'expériences comme ça, et vous pouvez faire passer à l'occasion d'une catastrophe naturelle un homicide. C'est tellement pratique. Vous avez un tremblement de terre. Vous dites, c'est génial, je tue ma mère, je tue un truc, tout n'importe quoi, et puis je mets ensuite le cadavre dans les décombres. Tout va bien, ce n'est qu'un tremblement de terre, qui passe à l'as, le crime en l'occurrence. Ou technologique, parce que technologique, il se peut qu'il y ait eu des expérimentations qui représentaient une certaine dangerosité ou risque pour personne. Autopsie directe. Décès chez une personne privée de liberté. Voilà. Les détenus, les personnes qui étaient dans un internat, les retraités dans des maisons de retraite, toute personne qui en a incapacité totale, partielle, voilà, tutelle, curatelle et autres, tout cela sont d'ailleurs des victimes privilégiées, vous devez le savoir, des viols, des agressions sexuelles. C'est tellement plus facile évidemment de violer une personne qui ne peut pas résister et qui parfois ne sait même pas parler. Victime des maltraitances. Que évidemment c'est. Voilà, on a des infirmiers ou des infirmières parfois même qui font ça. Autopsie directe. Et enfin, corps non identifié ou reste squelettique, puisque là par définition on ne peut pas savoir ce qu'il en est. Vous vous rendez compte de tous ces cas? Homicide, mort subite inattendue, violation des droits de l'homme, suicide, suspicion de faute médicale, accident de transport de travail domestique, maladie professionnelle, catastrophe naturelle ou technologique, décès chez une personne privée de liberté, corps non identifié ou reste squelettique. Voilà ce en quoi la réglementation européenne est bénéfique. C'est quand même étonnant qu'on n'ait pas pris en compte les activités sportives. C'est quand même étonnant qu'on n'ait pas pris en compte les activités sportives. C'est vrai. C'est très vrai, il y a les cas de dopage et les cas de... Peut-être faut-il le voir dans accident de transport de travail domestique, parce que c'est dans ce cas-là, travail, peut-être, si c'est en tout cas un sportif professionnel. Vous voyez? Et si c'est domestique, non mais si c'est domestique, forcément ce sera du sport à des fins domestiques, à des fins privées. À mon avis, ça doit être attaché là. Et pour les accidents de la route, c'est pas automatique. En France, ça c'est sûr. Non, c'est pas automatique. C'est-à-dire? Pour les accidents de la route, ceux qui meurent durant un accident de la route, l'autopsie n'est pas automatique. Oui, j'insiste, en France. Oui. Mais selon la réglementation visée, elle devrait l'être. Normalement, elle devrait l'être. Voilà. Tout à fait. En pratique, le magistrat reste seul juge de l'opportunité d'investigation thanatologique. On appelle comme ça un thanatos mort. Et sur un cadavre. Le magistrat. D'où l'importance que les magistrats soient formés à la médecine légale, ou à la politique scientifique, ou à la criminologie d'investigation. Puisque c'est lui qui décide en ultime ressort. Y a-t-il des formations à l'École nationale d'administration sur ces questions-là de manière suffisante? Je laisse ouverte la question. Les examens externes de cadavres et les autopsies médico-légales donc, ont pour but essentiel, en conclusion, la détermination des causes et des circonstances de la mort. On doit donc finir la conclusion du s'agit dans son rapport, dans son certificat de décès, dire s'il s'agit d'une mort naturelle, d'un accident, d'un suicide ou d'un homicide. Il doit donc pouvoir
donner la première hypothèse. Et s'il y en a d'autres, il dira, bah, selon moi, la première chose, c'est homicide. Mais peut-être que les circonstances accidentelles pourraient être validées si... Voilà, deuxième hypothèse. Puis bon, peut-être mort naturelle, j'y crois pas trop, mais bon, on ne sait jamais. Malgré tout, il y a certains éléments qui nous font penser dans la troisième hypothèse. Mais il les hiérarchise. Première hypothèse, une hypothèse, troisième hypothèse, le cas échéant. Tout petit détail, l'autopsie médico-légale s'oppose à l'autopsie médicale. Hein? C'est quoi ça? Il existe des autopsies hospitalières ou scientifiques. En ce sens qu'il n'existe aucune opposition possible de la part de la famille ou des proches ou des défunts, quels que soient les motifs invoqués, philosophiques, religieux, culturels, dont on parlait tout à l'heure, et même si ce dernier, mais de son vivant, fait connaître son opposition à la réalisation d'un tel acte. C'est quoi ça? L'autopsie médicale. Il n'existe aucune opposition possible de la part de la famille ou des proches. Ça veut dire que dans l'autopsie médico-légale, pas d'opposition. Vous disait pouvoir absolu. D'accord? Alors que si on faisait une autopsie de type non judiciaire, en fait, décidée pour X raisons de santé, notamment par l'hôpital ou pour des raisons scientifiques, eh bien. Alors, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être comme cas? Ah, excusez-moi. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a d'autres. Maintenant, ils font d'autres autopsies sans ouvrir le corps. Ils font passer des IRM et des scanners sans toucher, notamment pour en fait, prendre en compte les valeurs familiales, religieuses, etc. Donc, ils font passer des IRM et sans, comme ça, ils n'auront pas à ouvrir. Alors, l'IRM va pouvoir déterminer un certain nombre d'analyses, mais pas toutes. Non. Par exemple, lesquelles? Il y a la toxicologie qu'il faut faire, c'est des prélèvements. Voilà. Tout ce qui est quelque part apparent pourra être scanné, passer sous analyse d'imagerie visuelle. Ça, je comprends très bien. Mais bien sûr que il restera tout un pan quand même de l'analyse intérieure des organes comme des os, sans parler des dents, qui logent pas mal de choses en termes d'ADN ou des cheveux. Je fais un scanning sur les cheveux, vous n'allez pas voir ce qu'il y a dans le cheveu. Vous voyez, donc, tout ça, c'est bien. Hein, c'est effectivement une bonne première approche, mais ça ne résoudra pas tout. Ça va? Très bien. Bien. On fait une petite pause et on se retrouve dans 15 minutes, s'il vous plaît.